I'm Linda Baker, the Je Learning. m'appelle Linda Baker, la directrice d'apprentissage au Centre pour la recherche et l'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants. Au nom de nos équipes, bienvenue au premier webinaire de cette série 2022-23, la guérison du SSPT par la voix de la sagesse autochtone. Ce webinaire sera disponible en anglais et en français. Notre conférencière d'aujourd'hui présente en anglais. Cliquez sur l'icône du globe qui vous permettra d'avoir accès à l'interprétation simultanée en français. Je me trouve sur les terres traditionnelles des Haudenosaunee, Haudenosaunee, Anapea et Andawan. Ces peuples sont dans les traités de 1796 et le wampum de l'assiette avec une cuillère. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, pensez aux terres traditionnelles où vous vous trouvez et joignez-vous à nous pour reconnaître et remercier les générations de peuples autochtones qui se sont occupés de ces terres. Ici, on va se concentrer sur les traumatismes, la violence, la guérison et le bien-être et se concentrer sur ces violences fondées sur le sexe. Et il faut reconnaître les traumatismes que les Métis, les Autochtones et les Inuits ont vécu au Canada, et surtout la violence qu'ont vécu les femmes et les filles autochtones et les personnes bispirituelles. Ça me fait plaisir de vous présenter notre conférencière. Patricia Vickers donne des services aux nations autochtones en Colombie-Britannique. Et vous pouvez voir la biographie sur notre site web et je vous encourage de le lire. Elle a reçu son doctorat interdisciplinaire de l'Université de Victoria. En suivant des protocoles culturels, elle est retournée à son village natal sur l'île du Dauphin où 5 locuteurs natifs de la langue Samoa ont confirmé son manuscrit. Elle est du côté de sa mère, elle est d'ascendance britannique et du côté de son père d'ascendance autochtone. Elle est mère de 4 enfants, grand-mère de 9 filles et petite-fille du système de pensionnats indiens et elle accorde une grande importance aux enseignements ancestraux et au mystère de la guérison. Patricia, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais vous parler de mes ancêtres un peu davantage. Ma mère était d'origine britannique et elle est allée à Tintagna et la langue était somalia. Elle a reçu une formation de missionnaire, mais elle a été engagée comme professeure d'école. C'est là où elle a rencontré mon père. La mère de mon père était Kathleen Collinson de Gitxaala. Son père était d'Adagwai et le père de mon père venait de Bella Bella, de la nation Hiltik. Je voudrais vous parler un petit peu du neurofeedback et de la façon et pourquoi j'ai décidé de me concentrer là-dessus pour la guérison du SSPT. On a mentionné que mon père et sa mère sont des survivants des pensionnats. J'ai été élevée dans un milieu incestueux où il y avait de la violence, de l'alcoolisme et j'ai découvert, c'était vers 2006,
que je souffrais d'une amnésie dissociative. Je suis allée à une séance de counseling avec un membre de la parenté qui a divulgué de l'information dont je ne me souvenais pas. Ceci m'a fait commencer un voyage de guérison. J'ai travaillé avec deux collègues, Ulrich Manias et Steve Milstein, avec qui j'avais travaillé auprès des peuples Naritak et Guasala. Ils m'ont dit que qu'ils m'aideraient à me rappeler de ce à quoi je n'avais pas accès. J'ai fait un voyage vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup appris sur le cerveau et le fait que le cerveau est vraiment magnifique. Alors, avant de commencer avec mes diapos, j'aimerais vous faire une petite séance d'orientation créée par le psychiatre Frank Corrigan au Royaume-Uni. Alors, prenez le temps de de vous apercevoir de votre inspiration. Et si vous vous sentez confortable, fermez les yeux. Et il faut, sentez-vous tenu par la gravité dans votre siège, sur votre siège. Et maintenant, dans votre tête, entre l'arrière de votre tête et vos yeux fermés, regardez le mur qui est directement derrière vous et pensez à combien de distance vous êtes du mur et combien il faudrait vous déplacer pour toucher ce mur. Et ensuite, dans le sens des aiguilles de la montre vers la gauche, vous voyez ce mur dans votre tête et vous voyez ce qui se trouve contre ce mur. Peut-être qu'il y a la porte où vous êtes entré ou par laquelle vous allez sortir. Et directement devant vous, regardez devant vous. Vous êtes à quelle distance? Euh, euh, quand, comment est-ce que vous devriez vous déplacer pour toucher à ce mur? Et finalement, le mur à votre droite, c'est le quatrième mur dans la pièce où vous vous trouvez. Vous pouvez fermer ou plutôt ouvrir vos yeux maintenant. Cette séance d'orientation est terminée. Si vous venez d'une famille de chasseurs, vous savez que l'orientation est très importante. Ou si vous utilisez des cartes topographiques ou la boussole, vous savez que c'est très important de savoir où vous vous trouvez. C'est important pour le cerveau aussi de s'orienter dans le monde de maintenant au lieu de vivre dans le passé. Alors, ici, je vous explique que je vais parler de choses qui peuvent vous déranger, surtout lorsque je parlerai des pensionnats et des événements affreux qui y ont eu lieu. Alors, vous donnez votre consentement à la participation, au moins de l'observation et de la communication directe. Ici, on parle des chefs Niska et Tsimtsien. Ça a été interprété de la langue Aliar à l'anglais par l'interprète Charles Barkley en 1887 quand ils se sont rendus à Victoria pour rencontrer le gouvernement. À un moment donné, dans la discussion, il y a un des chefs qui a dit « Vous pouvez garder un oiseau dans une cage, mais même si la cage est belle, l'oiseau ne sera jamais libre. »
L'importance de cela, c'est qu'ils voyaient qu'il y avait une énergie de domination plutôt que d'une énergie de respect mutuel. Ils voyaient cela parce qu'ils comprenaient l'oppression. Ça existait dans nos sociétés avant la colonisation. Quand je faisais mon doctorat, on m'a présenté aux écrits de Paulo Freire et je pense que son travail a une grande importance. Ça vient de la pédagogie des opprimés. La déshumanisation qu'on remarque chez celles et ceux dont l'humanité est volée, mais aussi, quoique différemment, chez celles et ceux qui la volent, est une distorsion de la vocation du plus-être, de devenir plus humain. C'est si bien dit. Le rapport de cela avec nos enseignements ancestraux, c'est que nous sommes tous des êtres humains d'abord. Il faut qu'on reconnaisse que nous sommes tous et toutes des êtres humains d'abord. Et quand un être humain ou un groupe d'êtres humains choisit d'agir de manière injuste et de façon répétée aux autres, par exemple au Canada depuis 400 ans, à ce moment-là, il s'agit d'une oppression. Ce qu'il dit, c'est que l'oppresseur et l'opprimé sont coincés dans ce système de valeurs. Alors, quelle est la grande tâche humaniste et historique des opprimés? De se libérer eux-mêmes et libérer les oppresseurs. Celles et ceux qui oppriment, exploitent et usent de violence par leur pouvoir ne peuvent trouver dans celui-ci la force d'émanciper les opprimés ni eux-mêmes. C'est un élément critique, essentiel, et on le voit lorsqu'on examine la liberté. Et la liberté, dans nos principes ancestraux, il s'agit de la paix et du respect. Dans le système d'oppression, le respect n'existe pas et la paix n'existe pas non plus. Au premier stade de la pédagogie libératrice, les opprimés ont presque toujours tendance à être oppresseurs eux aussi ou sous-oppresseurs au lieu de chercher la libération dans et par la lutte. La structure de leur pensée est conditionnée par la contradiction qu'ils vivent dans la situation concrète, existentielle où ils se forment. Leur idéal est bel et bien d'être humains, des hommes ou des femmes. Mais pour eux, être humain revient à être oppresseur. C'est ça leur modèle d'humanité et c'est ça la contradiction dans laquelle ils ont toujours baigné. Nous voyons cela dans nos collectivités aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il y a une phrase qu'on utilise. C'est les crabes dans le panier. Quand une personne autochtone se porte bien, réussit, comme on dit, et qui se distingue des autres qui sont plus dépendants, on les considère comme une menace. Je vous donne un exemple de ma propre vie. Quand j'ai terminé ma maîtrise, je pensais, et c'était inconscient, mais moi je pensais être supérieure aux autres parce que j'avais une maîtrise et je travaillais
dans le centre de traitement qui s'appelait Wopfset. Ça veut dire la maison du nettoyage. Et c'était à Gettwingach. Il y avait 2 femmes thérapeutes, Gwen et Yvonne. Elles étaient plus âgées que moi et ni l'une ni l'autre avaient même un diplôme du secondaire. Elles avaient énormément de compassion et leur éducation venait de leur expérience de vie, mais je ne le voyais pas parce que je valorisais davantage mes études à l'école plutôt que l'éducation comme telle. Et quand je me suis réveillée à ma condition d'universitaire, c'était durant un jeu qu'on jouait. Il s'agissait de faire semblant d'être un chat. Et la personne se promenait et faisait des choses que font les chats. Il se frottait contre les gens, il regardait les gens, il disait, il y allait. Et si on riait, il fallait devenir un chat. Et j'ai remarqué qu'ils pouvaient jouer ce jeu et ils étaient tout à fait eux-mêmes, ou elles étaient tout à fait elles-mêmes, alors que moi, j'étais rigide. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je me croyais supérieure à elles et ça m'a abasourdie. Alors, je me suis assise avec elles et au lieu de leur dire que je me sentais supérieure, je leur parlais du conditionnement et de ce que je pensais d'elles. Pourquoi? Parce que elles croyaient être inférieures, parce que c'est ça notre condition de personnes autochtones. La grande question est de savoir comment les opprimés pourront participer à l'élaboration de la pédagogie de leur libération, dans la mesure où ils portent en eux l'oppression et sont donc doubles et inauthentiques. Ils ne pourront en effet contribuer à l'émergence de leur pédagogie libératrice que lorsqu'ils découvriront qu'ils hébergent en eux l'oppresseur. Tant qu'ils vivront cette dualité où être revient à paraître ou paraître signifie ressembler à l'oppresseur, cette contribution sera impossible. La pédagogie de l'opprimé est l'un des outils pour cette découverte critique, celle où les opprimés se rendent compte que leur condition et celle de leurs oppresseurs sont des manifestations de déshumanisation. Je suis tellement reconnaissante de tous les gens qui ont noté ce qu'ils ont appris parce que ça peut appuyer une transformation de l'oppression à la liberté. Ce qui est important dans ce que dit Freire nous fait revenir au fait que les oppresseurs et les opprimés sont piégés, sont emprisonnés. Ils sont dans le même canot, ils viennent du même endroit. Pour moi, c'est la côte nord-ouest. Alors, la liberté vient d'abord du fait qu'on reconnaît les symptômes et comment tout cela fonctionne à répétition. Alors, moi-même, je croyais être supérieure parce que j'avais une maîtrise. Et j'ai fini par comprendre que je n'étais pas supérieure. Je dirais que ça a pris du temps. Pour moi, pour faire face à ce conditionnement et de choisir de ne pas voir les gens comme étant inférieurs ou comme ça m'a pris du temps pour ne pas voir les gens qui vivent avec des problèmes de consommation ou autres. Ce que dit Freire, c'est et ça correspond à nos principes ancestraux, c'est que d'abord, il faut examiner le problème en comprenant ou en croyant
que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Et on part de ce point-là, parfois grâce à des cérémonies dans la Surie, on dit et il faut se voir d'abord comme des animaux à deux pattes. Alors, on continue. Regardons l'oppression et la nature de l'oppression. Entre 2007 et 2015, le gouvernement du Canada a fourni environ 72 millions de dollars pour appuyer le travail de la Commission de vérité et de réconciliation. La CVR a passé 6 ans à voyager dans toutes les régions du Canada et a entendu plus de 6 500 témoins. Moi, ce que je dis ensuite, c'est qu'il y a des personnes qui ont choisi de garder le silence, celles qui ne faisaient pas partie de ces 6 500 témoins, celles qui sont mortes à un jeune âge, avant 2007. Et peut-être ces personnes conduisaient en état d'ébriété, peut-être qu'elles se sont suicidées en se pendant ou en se tirant une balle dans la tête. Et les gens qui ont été tués dans leur enfance, eh bien, on les a retrouvés dans des tombes anonymes. Les enfants autochtones ont été pris de force, arrachés de force à leur foyer par la GRC. 150 000 enfants autochtones ont été enlevés à leur famille. 90 à 100 d'entre eux ont subi des graves abus physiques, émotionnels et sexuels. Le taux de mortalité dans les pensionnats indiens était de 40 à 60 Les pensionnats remontent aux années 1870. Plus de 130 pensionnats étaient situés partout au Canada et la dernière école, le dernier pensionnat, n'a fermé ses portes qu'en 1996. Les 2 tiers des Canadiens et Canadiennes croient et 4 sur 10 croient fermement que les Canadiens et Canadiennes qui n'ont aucune expérience des pensionnats indiens ont un rôle à jouer dans la réconciliation entre les peuples autochtones et tous les Canadiens et Canadiennes. Je pense qu'on voit encore qu'on ne connaît pas vraiment les atrocités qui ont eu lieu dans ces pensionnats. Il faut lire certaines transcriptions ou les volumes, les tomes, les livres qui ont été publiés suite à, et qui contiennent les travaux de la CVR. Une de mes clientes avait été violée par le chauffeur d'autobus, le directeur d'école et le prêtre. Et elle a dit qu'il y avait une pièce au sous-sol de l'école, du pensionnat, où il y avait un lit plutôt simple, où on attachait les enfants. Alors, ça ne vous donne qu'un petit aperçu des horreurs qu'ils ont vécues. Comment les enfants se sentaient en se couchant la nuit, s'ils étaient capables de dormir, les dangers qui les guettaient. Quotidiennement, le jour, il y avait des maltraitances physiques et le soir et la nuit, des maltraitances sexuelles. D'un point de vue intergénérationnel, je comprends non seulement parce que mon père était pédophile lui-même, mais je comprends ce qui s'est passé en regardant sa mère et comment cette violence et cette déshumanisation a passé d'une génération à l'autre.
Je pense que maintenant, il est important de, de comprendre que lorsqu'il y a une noirceur si horrible, un tel enfer, comment est-ce que comment ça se fait que je suis ici pour vous parler de manière claire, sans blâmer, sans juger, sans critiquer? Je vous parle tout simplement en utilisant les faits. Le peuple Gitsan, je vivais sur le territoire Gitsan, au nord de Prince Rupert, sur la rivière Gitsan. On prend la rivière Nas jusqu'au peuple Niska, ils parlent somalien, et puis on prend la rivière Skina au peuple Gitsan qui parle un dialecte de Simalia. Et je viens de la côte, d'un village au sud-ouest de Prince Rupert. Alors, ma connaissance de la salle des fêtes et du droit ancestral, on le parle Ayuk. Dans le territoire Niska, c'est Ayuk et en Simskan, c'est Ayuk. Le droit ancestral nous permet de voir qu'il existe 4 tribus de Gikachla. Mon village, c'est l'aigle, le loup, l'orque et le corbeau. Chaque maison a son roi, son patriarche, sa matriarche. Il y a des nobles et il y a celui ou celle qui parle pour le chef. Ça, c'est dans la maison ancestrale. Alors, dans une tribu, il y a plusieurs maisons d'aigle ou plusieurs maisons de corbeaux, de loups ou d'épaulards. Donc, les Dao, c'est des récits sacrés des Tsimshian et qui racontent les rencontres avec les êtres supernaturels. Et les Adao donnent aussi des comptes rendus de ces êtres surnaturels et d'où ils ont été rencontrés. Et les Adawa nous lient à la terre et au monde spirituel, au monde des esprits. Donc, nous avons cette interconnexion entre les humains, la terre et le monde des esprits, super ou surnaturels. Et nos fêtes visent à transmettre l'information ainsi que des transactions juridiques qui ont lieu. Alors, lorsqu'on se rencontre peut-être 2 différentes tribus, 2 différentes nations, et tout cela est noté et reconnu formellement. Si vous êtes invité à la fête, vous allez recevoir de l'argent pour être là parce que vous êtes témoin de la transaction qui aura lieu. Il y a aussi des fêtes hommages. Par exemple, lorsque quelqu'un meurt, son nom est transmis à quelqu'un d'autre. Donc, les noms se transmettent d'une génération à l'autre. Mon nom de Etharka est Domonkas. Alors, comment je vis au regard de ce nom, c'est important, car ça m'a été donné pour le tenir et le respecter pendant toute ma vie, et ce nom sera transmis à quelqu'un d'autre à mon décès. Donc, il s'agit là de façon puissante de vivre et d'être dans laquelle j'ai été donc
introduite par des gens Gibson. Jane Smith est l'une d'entre elles, qui sont venues des deux côtés, donc d'un côté et de l'autre, une fois que ça a été connu que mon père avait sexuellement agressé des filles. Pour aller à cette cérémonie, et j'ai vu à ce point-là que c'était une ressource incroyable qui m'a aidé à survivre, pas seulement moi, mais tous ceux et toutes celles qui avaient vécu des atrocités. Donc, de quoi ça a l'air en action, tout ça? Il y a eu une fête Haida Gwaii à laquelle j'ai été invitée by Reg Davidson. par Reg Davidson. Et j'ai vu ce que c'était, donc une cérémonie de guérison, de purification. Et c'est là où il y avait une personne qui avait été amputée d'une partie de sa jambe et tout le monde se réunit pour redresser la situation. Il y a aussi d'autres façons de le faire. Par exemple, j'ai été demandé de travailler par une commission scolaire, un conseil scolaire, à résoudre une situation où 6 jeunes, le plus âgé ayant 13 ans, étaient entrés par effraction dans l'école et avaient vandalisé donc les équipements de l'école. Alors, ces 6 enfants, c'est les B, la tribu B, et la tribu A, c'était l'école. Et ce geste a un effet sur tout le monde, pas seulement sur l'école, mais la communauté. Donc, dans un monde où nous vivons de manière individuelle, nous avons tendance à oublier que nous sommes tous liés. Ce qu'on m'a demandé de faire, c'est d'aider à conscientiser ces jeunes. Alors, B, vous pouvez le voir, a recueilli des renseignements sur la nature de l'infraction, quels ont été les dommages, combien ça a coûté, qui y était impliqué et de quoi l'indemnisation aura-t-elle l'air. Et la tribu A recueille des renseignements sur l'impact sur la communauté, les enseignants, le personnel de l'école ont été certainement touchés par ce vandalisme. Et qu'est-ce qu'il faut pour guérir? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des chefs, 4 chefs, de se réunir et je leur ai posé la question, comment est-ce que ce conflit, comment est-ce qu'ils géreraient ça suite à ce geste? Alors, les 4 chefs héréditaires, ce qu'ils ont fait d'abord, c'est qu'ils ont identifié tous les enfants et le côté de la mère, qui est une tribu, et le côté du père, qui est une autre tribu. Ils ont identifié les tribus de ces 7 jeunes. Et ce qui est important ici, c'est que la région géographique était vaste. 4 communautés étaient touchées. C'est beaucoup de connaissances que les chefs ont dans leur tête. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas sur des ordinateurs. Les chefs savent qui vous êtes et de quelle tribu vous êtes. Et ensuite, la prochaine étape, une fois qu'on a appris qu'il s'agissait de 1 700 $ en dommages, prochaine étape, le côté du père des enfants ont été informés et le côté du père devait rencontrer le directeur d'école pour qu'il puisse s'informer des dommages. Donc, j'ai été là, j'ai
remis une lettre au foyer des 6 enfants et donc, autrement, s'il y avait une victime, une personne victime, ça aurait été le représentant de la victime qui aurait été, mais on m'a envoyé et maintenant plutôt que cela, on a demandé au chef de s'asseoir avec le directeur d'école pour représenter donc la tribu B. Alors, les pères de ces 6 enfants sont arrivés et un à la fois, ils ont rencontré le directeur, l'agent de la GRC y était aussi. Ils ont entendu parler des dommages de ce qui avait été fait et se sont portés bénévoles pour s'engager à payer le coût des réparations. La prochaine étape aurait été celle donc d'une fête avec nourriture, rencontre avec les enseignants, les élèves, et pour que chacun de ces jeunes, avec leur père, d'avoir reconnu ce qu'ils ont fait et d'exprimer des regrets. Cette fête aurait permis d'effacer le geste. Une fois que ça a été purifié, c'est oublié. Il faut laisser le geste disparaître. Pour mon père, je suis retournée à Kitkatla et j'ai rencontré la tribu de mon père, c'était un épaulard. Ma mère était adoptée, c'était une femme anglophone qui avait été adoptée par la tribu de l'Aigle. Alors, j'ai été, en tant qu'Aigle, à m'asseoir avec les gens de l'épaulard. Donc, on m'a donné la permission de parler parce que je devais le faire. Et j'ai été parler au chef épaulard et j'ai dit, mon père a des torts, il voudrait rectifier cela. Ça a été la seule rencontre qui a eu lieu. C'était le début de mon apprentissage quant au temps que ça peut prendre à résoudre l'anxiété, le tort et de voir que dans nos communautés, le traumatisme intergénérationnel peut dire, j'en suis un exemple, que nous avons des parents ou des grands-parents qui ont agressé sexuellement leur propre parenté. Je crois que c'est vraiment l'élément le plus sombre et le plus apeurant auquel on peut faire face. Donc, j'ai fait du neurofeedback avec Steve Nolstein et nous avons couvert beaucoup de travail par neurofeedback, ce qui était extraordinaire. Et ça m'a vraiment époustouflée. J'avais tant de rage et jusqu'à là, je me sentais tellement coupable et c'était tellement lourd. Et en faisant les séances de neurofeedback, ce n'est pas que j'ai excusé mon comportement en tant que mère, c'est que j'ai compris pourquoi j'ai finalement pu avoir de la compassion pour moi. Et vous pouvez trouver cela sur YouTube. Il y a des vidéos de Bessel van der Kolk qui parle du neurofeedback. Alors, d'abord et avant tout, la perception de la menace peut être renforcée. Les gens voient le danger là où d'autres voient quelque chose qui peut être géré. Et le système corporel devient motivé par la peur.
et le système de filtrage s'embrouille. On commence à porter attention à des choses qui ne sont pas pertinentes à la situation dans son ensemble, hypervigilance, et vous avez de la difficulté à vous engager dans des situations quotidiennes ordinaires. Et en troisième lieu, le SPPT émousse le système d'autodétection, une réaction défensive à la terreur, à la négligence ou à l'abus, ce qui mène à des comportements habituels qui atténuent ou engourdissent le système de détection. Donc, lorsque j'ai entendu Bessel van der Kolk parler de tout cela, de ces trois éléments causés par le SSPT, je me suis dit, wow, ça, ce sont vraiment des éléments qui s'appliquent. Je suis heureuse de savoir cela parce que si le traumatisme peut changer les choses, ben, nos principes ancestraux, nos principes de guérison et de purification peuvent aider à guérir. Et puis, il y a la neuroscience, le neurofeedback, évidemment, et la formation du cerveau, l'entraînement du cerveau. Alors, redresser la situation pour moi, pour tous. Si je redresse la situation pour moi, je le fais pour tous également. Et je peux dire que pour y arriver pour moi-même, ça voulait dire que j'ai été en mesure de trouver des méthodes, des moyens de m'en sortir pour pouvoir me sortir des atrocités que j'ai vécues en tant qu'enfant et de comprendre enfin, avec la raison, ce qui se passait. Et lorsque j'ai parlé à Joan Ryan, la chef Gitsan, et je lui ai dit, il semblerait que le AIL est séparé en deux systèmes. Un, c'est le protocole et le processus, c'est-à-dire notre fête, nos cérémonies d'hommage, nos cérémonies de mariage, de guérison. Et il y a donc toute l'angle guérison avec de l'eau, avec de la résine de cèdre dans les rivières. On se submerge dans l'eau et on permet donc à l'eau de nous purifier. Il y a des moyens de purification de l'intérieur. Par exemple, les maisons de sudaison. Et dans cette cérémonie, on revient donc à la terre et on se fait nettoyer par la chaleur des roches. Et lorsque je lui ai dit à Joan qu'il y avait deux différents systèmes, elle a immédiatement répondu « Non, ne dis jamais cela, n'y pense jamais comme deux méthodes, deux parcours différents. » Et je n'avais pas compris pourquoi elle était elle insistait tellement. Mais je comprends maintenant parce que nos démarches de guérison font partie de notre quotidien. Voilà comment les chefs ont été en mesure de voir qu'une dominance injuste dans la façon de vivre se déroulait pour eux, pour leur peuple. Ils le voyaient parce qu'ils le voyaient clairement en raison de la guérison. Et la guérison spirituelle nous donne cette vision, cette capacité de voir. Pour moi, de voir que mon père a fait des choses terribles envers moi et que je ne saurais jamais ce qui lui est arrivé à lui. Il est décédé
en 2016 et je sais que c'était horrible ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ça ne l'excuse pas, il s'agit de faits. Ce point ici de la dernière diapo, le dernier point, c'est un cœur et un esprit. Et on le dit lors des fêtes, et lorsqu'on le dit, on dit un cœur, un esprit. Et lorsque je suis dans la lignée, donc avec mon cœur qui est purifié, mon esprit peut aussi s'aligner sur mon cœur. Et lorsque tout fonctionne, alors que nous partons d'un cœur et d'un esprit purifié, nous sommes tous rassemblés dans un cœur et un esprit collectif. Alors, je vais m'arrêter ici. C'est la dernière diapo. Et je suis donc ouverte maintenant à accueillir vos questions. Merci, Patricia. Merci mille fois. C'est vraiment un bon moment pour passer aux questions et aux réponses. Je voulais commencer et ma collègue Annalise Stratman va alterner avec moi pour poser des questions, pour donc les énoncer de la manière la plus équitable et opportune. Mais je voulais commencer par celle-ci. Un de nos participants avait une question et voulait vous entendre parler davantage. Vous avez dit que les personnes ont choisi de se taire alors qu'il y avait une occasion ou une possibilité de partager, de faire part de leurs expériences quant au pensionnat. Certaines personnes ont choisi de se taire. Et la question, c'est est-ce que c'est véritablement un vrai choix? Si vous êtes une personne autochtone qui a été touchée directement ou intergénérationnellement par les divers traumatismes et vous en êtes au début de votre guérison, est-ce que la honte, la peur et le doute vous rendent silencieux? Et n'est-ce pas là donc une obligation, pas un choix? Très bonne question. Lorsqu'on parle de la vérité, la vérité et réconciliation, la commission vérité et réconciliation, les gens ont choisi de se lier, de se connecter. Et cette connexion qui a été donc tissée, dans ce cas-là, je dirais que ces gens-là ont choisi de se taire. Mais je dirais pour moi-même, j'ai commencé à rechercher lorsque j'étais adolescente, à savoir comment. J'allais à l'école, à l'église et je posais des questions au clergé, mais je n'énonçais pas clairement l'aide dont j'avais besoin. Et je pouvais voir même de l'extérieur, de manière détournée, qu'ils n'avaient pas ce dont j'avais besoin. Alors, on peut toujours travailler avec les gens pour tenter de voir quel est l'effet sur le cerveau, mais la beauté de la neuroscience, je peux dire, par exemple, Etlania, je peux dire que je suis dans cette étape de dérèglement et elle peut me mettre en contact, Cindy Schwingley, par exemple, qui connaît le cerveau et le traumatisme et peut m'aider à revenir
une régulation interne, une autorégulation et une intégration. Il y a des professionnels formidables au Canada qui peuvent travailler dans ce sens. Et oui, je suis d'accord et c'est le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas les thérapeutes qui peuvent nous aider. Ce n'est pas seulement des cérémonies dont on a besoin, on a aussi besoin de guérison par neurosciences. Et ce qui est vraiment une inspiration, c'est que vous avez vu ces deux éléments. Vous avez vu les cérémonies et la neuroscience comme étant compatibles. Oui, tout à fait, parce que c'est le cas. J'ai complété une étude sur une étude en neurofeedback avec le peuple Haïda, une tribu Haïda, et qui a vraiment s'est engagé à participer. Ce qu'on a trouvé, c'est des résultats. On a constaté des résultats fort encourageants. Comment peut-on donc aborder la chose pour être constructif? Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est comment y arriver. Merci, Patricia. Annalie? Merci, Linda. Merci, Patricia, de votre conférence aujourd'hui qui était fascinante. Alors, pour faire le suivi ici, pourriez-vous parler un peu du neurofeedback, de la démarche et quel type de traitement vous utilisez? Est-ce que vous utilisez un type de neurofeedback plutôt qu'un autre? Non, je n'utilise pas EMDR. DBR, c'est ce que j'utilise. DBR, Deep Breathing Reorienting. C'est Frank Corgan avec qui j'ai été formée et l'orientation fonctionne très bien avec le DBR et culturellement avec nous, car nous sommes axés donc sur d'où nous sommes. Moi, j'ai parlé de mon village, d'où ça se trouve du point de vue géographique. Et l'orientation spatiale est très importante. Just a sec. I think Oui, there was et also un autre élément, il y avait la question du fonctionnement même du neurofeedback. Oui, comment ça fonctionne? Et oui, eh bien, moi, j'ai un système Lenslow. Lenslow admet une fréquence moins élevée que celle de votre téléphone cellulaire à des régions précises du cerveau. Les senseurs EEG passent à ou travaillent avec différents endroits du cerveau et c'est pour l'amnésie dissociative principalement. Et la raison pour laquelle ça fait ça, c'est que le cerveau a des synapses qui vont donc résulter dans les mêmes blocages. Et Lens, ce que ça fait, c'est que ça donc arrête cette disruption, ce blocage synaptique, et je peux donc ouvrir et retrouver ces éléments de mémoire. Et alors qu'on se détend de ce processus, parce que alors c'est l'esprit et le cerveau qui travaillent ensemble, le cerveau et l'esprit se relaxent, et alors que le processus continue, davantage de souvenirs nous reviennent. C'est un système de neurofeedback, celui que j'utilisais avec les Haïda, c'était Monklift et des senseurs EEG placés ici. Il s'agissait de travailler à former le cerveau à être plus sain, à se détendre. C'était un seul protocole, pas d'énergie dans le cerveau, c'était simplement un enregistrement des ondes du cerveau. Alors, vous avez un écran et donc vous avez par Bluetooth, vous êtes donc branché et disons que vous concentrez sur, par exemple, une vague, faire une vague monter, descendre, par exemple. Et lorsque
Donc, vous n'arrivez pas à y arriver ou faire courir un bonhomme. Et alors là, on est dans un état alpha du cerveau. Alors, le cerveau est magnifique lorsque ça fonctionne, en effet. En effet. Alors, Patricia, une chose qui était très émouvante pour moi et pour plusieurs participants était liée à donc corriger les choses pour moi et pour les autres. Donc, et redresser la situation pour l'ensemble. Donc, et le dialogue avec la chef Joan Ryan. Est-ce que quelqu'un peut mettre l'accent en raison de cette connectivité? Est-ce qu'on peut avoir comme point de mire redresser la situation pour tous sans être prêt à se guérir soi-même? Et est-ce que ça peut être une façon d'y arriver lorsqu'on redresse la situation pour tous, ou est-ce que c'est plus souvent le cas qu'on redresse la situation pour soi et que là, on se sent connecté, on se sent ancré et là, on travaille sur tous les autres? Eh bien, je pense qu'il faut comprendre que c'est toute une démarche de corriger le tir et on est aidé dans ce processus, on est dirigé, orienté. Donc d'abord, il y a des enseignants, des aînés, des maîtres qui comprennent, par exemple, qui vous aident à comprendre pourquoi c'était donc un geste, un tort. Et puis là, il vous aide à connecter avec vos propres émotions, ce que vous croyez, vos croyances à votre égard et à l'égard des autres. Donc, c'est un processus thérapeutique complet. Alors, si je redresse la situation pour moi-même, ça veut dire que j'ai des enseignants et des services de soutien. Jane Smith était d'un côté et Vi Smith était de l'autre. Et elles m'ont guidée à comprendre le droit ancestral. Alors, je n'ai pas fait ce chemin seul. Il y a un participant qui voulait savoir, lorsqu'on redresse la situation, y a-t-il des situations où la communauté choisit de ne pas accepter ce geste? Ah, je dirais qu'en général, en tant qu'Autochtones, on n'utilise pas ce processus. Je dirais qu'on est au courant du processus, mais on ne l'utilise pas encore de la façon qu'on pourrait l'utiliser. Par exemple, j'ai dit que je voulais faire revenir mon père, il faudrait, et lui voulait un processus de purification. Et nous avons des infractions sexuelles non reconnues dans notre collectivité. Il y a tellement de couches. Et c'est un processus long et lent de respect. On dit Haguyan. Il faut y aller doucement, avec beaucoup de précautions, lentement. Je n'ai pas entendu parler de communauté qui a refusé quelqu'un, mais plutôt peut-être des situations où la victime n'a pas accepté les termes qu'ont offert l'agresseur ou ce qu'a offert l'agresseur. C'est plutôt ça qu'on voit, plutôt que la communauté qui rejette complètement la démarche. Il y a un participant qui a dit « Les peuples autochtones sont dans une guerre spirituelle. Vous avez besoin de soutien et d'aide pour guérir leur situation. Comment on peut surmonter la rage et la colère? Pour moi, il y a beaucoup de nos gens qui vivent avec une amnésie dissociative. Ça, c'est une chose.
parce que dans mon travail en tant que psychothérapeute, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup oublié dans de leur enfance. Ils n'ont pas accès à leurs souvenirs. Et c'est pour cela que je me concentre sur le neurofeedback. Parce que moi, je n'aurais pas pu redresser la situation face à moi-même parce que je n'avais pas accès à ces expériences que j'avais vécues. Tout au long de mon enfance, je n'avais accès qu'à peut-être un cinquième de ce qui m'était arrivé. Alors, la première étape, c'est de pouvoir se rappeler des horreurs, des atrocités. Et quand on peut se rappeler de cela, on peut faire le chemin du blâme, des critiques, de la colère. Pour moi, les cérémonies m'ont beaucoup aidé à intégrer tout cela. On a besoin de nos cérémonies de purification afin de pouvoir intégrer les choses, pas pour moi de comprendre la signification. Nous, en tant qu'universitaires, on est formés pour faire cela. Non, je dois attendre que la signification me vienne à moi, la compréhension me vient à moi, parce que dans les cérémonies, nous savons que ça se passe comme ça. On reçoit de l'aide, de l'orientation. Patricia, vous avez expliqué votre travail à travers le travail de Paulo Freire. Et il y a un participant qui se demande comment est-ce que vous pouvez établir la connexion entre son travail et son éducation à un travail qui permet de travailler avec un individu traumatisé. Merci, j'adore ces questions. J'adore le dialogue parce que ça me permet d'apprendre tant de choses. Eh bien, j'ai pris ma lecture de Freire et même s'il était éducateur, je ne voyais pas cela comme étant seulement à l'intention des éducateurs parce qu'il parle de la condition humaine. Alors, d'abord, j'ai regardé la déshumanisation par la rage, par les antécédents. Le Dalai Lama parle d'une existence cyclique. Il faut pouvoir voir le cycle qui se produit. Je ne sais pas si c'est quelque chose de culturel. Il y a des choses. J'ai besoin de gens autour de moi pour me dire que oui, je suis en train de penser comme une Indienne, comme elle a dit. Alors, je dirais que je n'ai pas vu le travail de Freire comme un travail d'éducation seulement par rapport à la psychothérapie. J'ai pu voir les deux ensemble. Quelles sont vos réflexions sur les médicaments? Il y a beaucoup d'enfants pris en soins qui reçoivent beaucoup de médicaments et à cause du SSPT ou des traumatismes intergénérationnels. Est-ce que c'est bénéfique de prendre des médicaments contre l'anxiété ou des antipsychotiques? J'ai décidé de ne pas le faire, mais c'est un défi de vivre avec une dépression grave. Alors, je ne pourrais pas vous donner une réponse personnelle, mais j'ai utilisé d'autres comportements pour me soigner. Je dirais que oui, pendant une certaine période de temps, il est important d'avoir
de profiter de ce genre de soutien. Mais pour moi, idéalement, c'est d'avoir une bonne vie comme étant ma source de médicaments. Patricia, we have many indigenous peoples living in urban settings. Il y a beaucoup d'Autochtones vivant en milieu urbain. Et en réfléchissant à vos commentaires sur la réintégration, les pratiques de purification, qu'en est-il des Autochtones en milieu urbain qui sont déconnectés de la terre? Avez-vous des suggestions pour qu'ils puissent se connecter, pour qu'ils puissent se guérir quand il y a cette déconnexion à la terre? J'essaie de comprendre ces mots. La réintégration. Et il y avait la reconnexion. Alors, comment se reconnecter, comment se réintégrer grâce à des pratiques de purification quand les gens sont déconnectés de la terre parce qu'ils vivent en milieu urbain. Tout d'abord, j'aimerais parler de la réintégration. On a tendance à voir notre angoisse, les expériences qui nous rendent angoissés comme étant quelque chose de distinct ou bon, il existe un lien. Il y a un lien qui se produit quand on est dans un état d'angoisse. Oui, on est aliéné, on est déconnecté des autres, mais je ne voudrais pas exclure les expériences de rage et quand je voyais l'horreur dans le visage de mes enfants. Je ne voudrais pas être déconnecté de cela et être seulement dans un état de connexion avec l'état de guérison. Toutes nos expériences de vie ont une valeur. Je voulais dire ça d'abord. Et ensuite, répondre à la prochaine partie de la question, c'est-à-dire la déconnexion de la Terre parce qu'on a été élevé en milieu urbain. J'ai travaillé, ben, ce n'est plus là, mais en fait, le centre de bien-être autochtone. Et j'avais des clients qui étaient en probation, qui venaient me voir et quand je leur ai demandé où ils étaient, il y en a un qui m'a dit il avait été élevé en ville à Vancouver et son père était survivant des pensionnats et il avait été faire une promenade en vélo avec sa sœur est tombée et il savait que son père allait le battre. Alors, j'ai travaillé avec lui pour qu'il puisse rentrer dans la maison. Il se tenait auprès d'un arbre sur le boulevard et je lui ai dit, ralentis, ralentis, ralentis. Est-ce que tu peux te reconnecter avec cet arbre? Il dit oui. Je dis, dis-moi ce qui se passe. Et là, il a commencé à pleurer et il a dit, ça m'aide. J'ai dit oui. Il y avait un autre client en ville, une femme avec un petit frère et le foyer était très violent. Et elle amenait son petit frère au terrain de golf parce qu'il y avait des buissons. Et c'est là où elle l'amenait. Il y a une autre personne qui a dit, c'est le ciel.
Je pense qu'on ne voit pas qu'on est connecté à la nature, même si on est en ville, parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous aider à tirer sur le frein d'urgence et de nous ralentir. Quand je vais dans le territoire Cossélèche, je sens l'océan à chaque fois que je suis là. Quel rappel extraordinaire que la terre, que la nature se trouve dans les villes, en milieu urbain, et qu'il faut être conscient de cela. Il faut s'en rendre compte. Et ces exemples sont merveilleux et nous aident à réfléchir là-dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment bien la façon que vous liez la culture, la neuroscience et la science ensemble. Et il y a quelqu'un qui se demande quelle est l'importance de la co-régulation dans le contexte du bien-être. Les institutions coloniales, on demande aux individus de s'occuper de leur bien-être, mais les défis et l'oppression sont de nature systémique. Alors, comment réconcilier cela? Eh bien, c'est ce que j'aime dans le travail de Freire. Il simplifie tout cela. Comment c'était pour vous de poser cette question? C'est complexe, n'est-ce pas? Mais en fait, les relations, dans les relations, il faut simplifier les choses afin de voir qu'il s'agit d'une question de domination ou de contrôle et que nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains et que la colonisation se produit depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années. Alors, il y a de la domination depuis la nuit des temps. Alors, pour moi, il s'agit de simplifier et de voir quel est le comportement de domination, le manque de respect, la manipulation, le contrôle, et que c'est fondé, et c'est une façon de vivre fondée sur la peur. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais moi, ça m'aide à être dans tout système dans lequel je me trouve et de regarder et de te voir, toi, en tant qu'autre être humain. Patricia, une des participantes a fait part d'un exemple personnel avec une question très précise. J'ai été agressée comme enfant et 13 ans plus tard, j'ai vu une des personnes qui a été témoin. J'ai parlé à cette femme et je lui ai demandé pourquoi elle est restée silencieuse alors qu'elle savait. Elle a dit, c'est qu'elle avait peur de l'agresseur qui était ma mère. Et j'ai dit, j'étais une enfant qui n'avait pas de voix. Je trouve que le plus difficile, c'est de comprendre le témoin, même pas l'agresseur. C'est les témoins qui sont les plus difficiles à comprendre dans mon esprit. Qu'en pensez-vous, Patricia? Eh bien, une question vraiment très profonde. Merci. Je veux dire avant tout que la mère, nos mères sont nos soignantes principales qui nous donnent la vie. Et si on les nourrit au sein, la mère est en général celle qui s'occupe de nos besoins, etc. Et ce que je n'ai pas vécu, et ma mère, de la voir m'agresser sexuellement, c'est une distorsion absolue. Donc, où est la mère? Où est la mère? Il n'y a pas de témoin pour intervenir en tant que maman pour venir au secours de l'enfant, pour donner la protection nécessaire. Alors,
can, that Je hits peux right in the vous center. dire que cette question Right me into my touche heart. directement So, au centre du that's cœur. an incredible Et healing journey she's c'est on, un parcours de guérison to be able to ardu et épineux know et that très long. when the bystanders De are also children, savoir que lorsque les it's, témoins sont aussi là, et they don't peut-être have même the ce sont maturity des to enfants, step in and elles n'ont be pas the- la voix ou la be the maturité mother, d'intervenir the et father. de devenir la mère ou le The père, younger brother saw ou le what plus was jeune happening frère to me. peut-être, pour He didn't talk. me protéger. No. Mon Or, frère, par exemple, il savait ce qui se why? produisait, mais il ne parlait pas. It's one Et je hell peux of a comprendre distortion pourquoi. C'est une to be distorsion living in when you're absolument in a immense house with de incest. vivre dans une maison où il y a de It's l'inceste. huge distortion. Like, C'est it is hell. absolument énorme So, comme distorsion. Et c'est vraiment If l'enfer. there was a case, Patricia, S'il y where avait eu it's not a un cas, child Patricia, bystander, où ce n'est pas but an un adult enfant qui est témoin, mais un adulte, un autre adulte qui est témoin dans une famille multigénérationnelle, par exemple. Est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus sur comment on peut gérer cette pensée? Il y avait quelqu'un, un adulte, qui savait et qui n'a rien dit, ni I would à say that quiconque. was my mother. Je vous dirais que c'était ma mère. And that what I've learned Et is ce que that j'ai appris, she was one of 8 girls. The c'est qu'elle était une personne qui punishment was really harsh. I think perhaps there was also incest. pour qui, But both donc, girls qui avait été were elle-même punie broken et où il y avait their peut-être minds même de and l'inceste chez elle, um, mais on n'en a jamais parlé. so I think it's really Donc, difficult, but je crois que eventually c'est in the vraiment healing difficile, journey, you come to see mais that the éventuellement, dans le distortion is parcours de so guérison, incredibly on broad, comprend que la distorsion est d'une and telle why ampleur this reality que cette is réalité est difficile à même saisir. not the truth. Et ce n'est pas la I vérité. mean, Ce n'est pas not the truth in the sense that la I vérité have dans le value, my sens mother has value, my father que has moi, value, everyone's j'ai de la value. valeur, ma mère a de la valeur, mon père a de la valeur. Chacun a de la valeur. And the hole just gets darker as you go deeper into Et it. bien sûr, les choses s'assombrissent au fur et à mesure qu'on explore ça plus profondément. Alors, Patricia, une de nos participantes travaille avec des jeunes itinérants et lorsqu'elle travaille avec eux, ils s'identifient comme ayant des antécédents autochtones, mais pour une raison ou une autre, ils ont été déconnectés de leur patrimoine. Et est-ce que vous avez des suggestions quant à la meilleure façon d'aborder cela pour les reconnecter à leurs pratiques ancestrales et à leur patrimoine pour obtenir du soutien? Oui, moi j'aime, avant d'aller dans une collectivité ou quand je travaille avec quelqu'un, j'aime savoir, par exemple, si c'est quelqu'un qui a des principes ancestraux très différents, j'essaie d'étudier ce que je peux de ces principes. Parce que maintenant, on peut trouver de l'information là-dessus. Et Linda a mentionné 3 ou 4 différentes nations dans le territoire où vous vous trouvez, par exemple. Vous pouvez trouver de l'information sur chacune de ces nations, de ces peuples. Et je dirais que c'est la première chose à faire. Et ensuite, trouver des parents immédiats qui ont une connaissance de la culture d'où ce jeune provient. Par exemple, dans le territoire Coast Salish, à Vancouver, c'est urbain. Alors, trouver d'autres, c'est sur l'île de Vancouver, mais trouver, par exemple, au centre d'amitié, des gens qui sont de la même nation, ça aide. Ça peut être aidé. Ça peut aider. Patricia, vous avez parlé avec passion de l'importance du neurofeedback quant aux lacunes dans votre mémoire suite aux
ce que vous avez vécu comme horreur. Est-ce que toutes les expériences tragiques qui sont oubliées, est-ce que ça vaut la peine de les résurrecter, de les faire revivre? Resurrecting would imply that the mind is at work. Ben, ça veut dire que l'esprit est au travail. Si vous les faites revivre, ces souvenirs, ça veut dire que je pense pas que c'est surnaturel. Là. Je pense que dans l'esprit, on se les rappelle et l'esprit est donc vivant à ce moment-là. Pour moi, je savais que mon esprit n'était pas mon meilleur ami. Et avant d'aller plus loin, je dirais que je pourrais voir comment ce que je ne savais pas, je pouvais voir comment ce que je ne savais pas avait un effet, brouillait ma vie. Je travaillais en tant que directrice clinique de santé mentale et de bien-être pour les Premières Nations de ma région et j'étais impatiente avec le système. Et je voulais faire bouger les choses, bouger. Et les choses ne se produisaient pas comme je croyais qu'elles auraient dû se produire et c'est là où mon système nerveux ne pouvait gérer la pression que je mettais sur moi-même. Mais c'est parce que moi, je percevais la menace. Ces 3 points dont j'ai parlé quant au SSPT, ben, j'y étais en plein dedans. Et je savais que mon système nerveux s'effondrait. Et j'ai été voir des collègues qui m'ont aidé. Et il est donc important, si vous vivez la vie ou une vie où vous êtes heureux avec comment ça se passe, vous êtes en paix et que tout cela, votre passé ne brouille pas votre présent, n'embrouille pas votre présent. Pour moi, il y avait donc du brouillage sur la ligne et je devais donc avoir de l'aide, obtenir de l'aide. Je crois que c'est très important, ça, pour moi. Un bon point pour moi, en tout cas. Si ça endommage votre vie actuelle et vous le sentez, c'est un message puissant qu'on souhaite donc entamer un parcours comme celui que vous expliquez. Cependant, il pourrait y arriver des situations où la suppression ou la répression de ces souvenirs ne semble pas créer de brouillage et ça pourrait être un mécanisme de gestion très sain pour survivre et vivre suite à des événements difficiles. Right. Yeah. Oui, tout à fait. Je regrette tout le monde. Nous devons conclure. Cette discussion a été d'une telle richesse, Patricia, et quelle formidable façon pour Annalie et moi de vous faire part des commentaires et des questions de nos participantes et participants suite à votre présentation tellement personnelle et fascinante. Nous aimerions remercier Jessica et Christy du service d'interprétation gestuelle et Wendy et Caroline, les interprètes de langue française-anglaise. Et nous aimerions vous demander d'utiliser et de partager les ressources qu'on vous a envoyées ce matin avec les présentations PowerPoint de Patricia. Et ça a aussi été partagé dans le chat. J'espère que vous joindrez à nous le 21 juin pour le prochain webinaire du Carrefour des connaissances sur la criminalisation, les effets dans la vie des femmes noires et comment donc débrouiller toutes ces questions. Merci Patricia
Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et nous aimerions que tous et toutes se portent bien jusqu'au prochain Thank you. webinaire Bye-bye. et on vous accueillera à ce moment-là. Merci, merci à toutes, merci à tous.